Bonjour à tous et bienvenue à cette rencontre. Voilà, on s'est tous déjà présentés. Vous arrivez tranquillement mais sûrement. Audrey arrive. Audrey, installe-toi dans la salle, si je puis dire. Alors, bienvenue à cette rencontre consacrée à l'IA, l'intelligence artificielle et l'éducation. Bien entendu, on est tous concernés par ce sujet-là. Un domaine où les applications et les usages, surtout, sont multiples et où on n'a pas fini d'explorer les possibilités en matière d'apprentissage. On le verra avec les exemples nombreux pour l'expérience apprenante, l'individualisation des parcours. Alors, pour tenter d'éclairer le chemin des possibles, parce que c'est pas si simple, hein, quand on parle d'IA, il y a tellement de choses qui apparaissent, vous le verrez, et déceler les opportunités surtout qui s'offrent à nous, eh bien, nous allons échanger avec plusieurs personnalités au regard pertinent, et notamment le regard de nos amis canadiens, québécois, je dirais, plus exactement, qui ont travaillé sur l'IA et font partie des pays où la réflexion est largement avancée. Entre expertise et échanges pratiques, accueillons aujourd'hui, alors vous allez faire coucou, les noms s'affichent, mais Nadia Nafi, Université de Laval, professeure en technologie éducative, grande spécialiste de l'IA et d'éducation, ça tombe bien, vous allez me dire. Bastien Masse, administrateur de l'association ClassCode, notamment coordinateur de la chaire RELIA, ressources éducatives libres et intelligence artificielle à l'Université de Nantes. Il travaille sur l'acculturation des jeunes et en matière d'IA, il vaut mieux commencer très très jeune. Tawich Tiwi, il a un CV tellement long que je vous dirais simplement qu'il a fondé une nouvelle école qui s'appelle Ivan City, mais son parcours dans l'enseignement supérieur est très très dense. Il a dirigé les plus grandes écoles de commerce notamment et son parcours évidemment sera éclairant. Laurence Gourdon, membre du Conseil supérieur de l'éducation. L'éducation nationale se devait d'être parmi nous. Elle est parmi nous et au ministère de l'Éducation nationale et proviseur de lycée, c'est-à-dire qu'elle a la vision plus, j'allais dire, les mains dans la pratique, dans le concret. Donc, c'est important d'avoir son regard. Et puis, évidemment, on ne peut pas faire une conférence sans un regard technique parce que nous parlons, mais le technicien, c'est Marc Attala qui a fondé le cabinet Predicity. C'est un cabinet spécialisé dans les solutions IA. On se retournera vers lui dès qu'il y aura une question hyper technique. Alors, avant de débuter les échanges, bonjour Catherine, vous avez votre caméra, mais vous ne faites pas partie du débat, donc allez rejoindre nos amis dans la salle. Alors, pour commencer, j'ai la joie, l'honneur, je dirais, d'accueillir Lise Langlois, qui est aussi au Québec. Elle est directrice de l'Institut d'éthique appliquée à l'Université de Laval, non pas en France, mais au Québec depuis mai 2016. Elle est professeure au département des relations industrielles et directrice exécutive de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique. Bonjour Lise. Bonjour à tous, merci. Il est quelle heure chez vous? 12h03. Ben voilà, donc on est dans des horaires à peu près acceptables. Exactement. Merci beaucoup d'ouvrir cet échange et on va profiter de votre regard parce que avec Nadia, vous travaillez sur tous ces sujets. Élise, ça fait longtemps et vous allez nous proposer un regard assez large pour nous plonger dans cette thématique et un regard que vous avez développé notamment au Québec. Alors, quel est l'écosystème justement de l'IA au Québec? Parce que je crois que c'est un véritable écosystème. C'est une organisation, c'est une réflexion. Oui. Bien, merci beaucoup de l'invitation. Vraiment, j'apprécie d'être entourée de toutes ces spécialités-là autour de la table. Peut-être que je pourrais commencer par le début de notre histoire au Québec. Je crois que c'est important. Il faut savoir que le gouvernement du Québec a formé un comité d'orientation de la grappe industrielle en intelligence artificielle en 2017. Et ce comité avait pour but de renforcer justement l'écosystème québécois en intelligence artificielle et il avait aussi le mandat d'élaborer un plan stratégique qui stimulerait la recherche et l'innovation dans ce domaine d'avenir. Donc, à partir de là, le comité d'orientation a proposé 5 orientations. Et de ces 5 orientations, on retrouve établir et mettre en place un observatoire pour regarder de plus près les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique. Et c'est à partir de là qu'on a donné la commande aux scientifiques en chef, qui est un organisme subventionnaire national, qui a lancé un concours scientifique pour la création de cet observatoire-là avec une vision scientifique. Donc, avec une équipe, au départ, on était 170 chercheurs. On s'est regroupés. On a essayé au départ
de proposer une seule demande de tous les chercheurs ensemble. Ça n'a pas été possible parce que, bon, comme vous vous en doutez, il y a des visions d'un observatoire qu'on peut mettre de l'avant qui obtiennent une certaine adhésion, puis d'autres visions. Donc, nous, on avait une vision beaucoup plus pluraliste, c'est-à-dire ouverte et travaillant avec les parties prenantes. Donc, nous avons déposé un projet. Il a été retenu. Il a été évalué par un comité international. Et en décembre 2018, on a mis en place cet observatoire. Donc, on avait des paramètres à respecter. Oups, je m'entends en écho. Oui, ça c'est le petit produit de Bettina qui vous a mis en vedette et paf, voilà. Est-ce que vous pouvez parler pour voir si ça marche? Oui, ça va. Ah, je crois que c'est bon. C'est parfait. C'est bon, merci Bettina. Désolé, ce petit pic. Non, il n'y a pas de souci. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y avait des critères à respecter, soit de faire intervenir 1 à 2 universités, etc. Donc, nous, dans la proposition, on avait réussi à rallier 9 universités. Il faut savoir, au Québec, il y a 19 universités au niveau national. Donc, on avait rallié 9 universités autour de cette vision-là. Et on avait aussi la commande d'intégrer 1 à 2 établissements préuniversitaires qu'on appelle les cégep. Alors, à partir de là, on a eu 9 universités, 9 cégep qui se sont ralliés autour de la vision de l'Obvia. On s'est appelé Obvia, qui vient du verbe obvier, qui veut dire parer à toute éventualité. Alors, on trouvait que c'était à propos, étant donné les enjeux de l'intelligence artificielle. Donc, on a fait le pari, je dirais, de la collaboration. On se disait que les enjeux sont complexes. Le secteur privé, on voyait que dans certains domaines, ils avaient une nette avance par rapport au gouvernement. Alors, on s'est dit que dans cette vision pluraliste, il fallait intégrer les parties prenantes. C'est le message, je crois qu'il est important de passer. C'est vrai que quand on préparait cette conférence, on se disait finalement en France, chacun fait son petit truc IA de son côté parfois. Vous êtes partis groupés, si je puis dire, et c'est ça le véritable enjeu, parce que selon vous et selon votre vision, il y a des répercussions dans l'éducation, et j'aimerais que vous nous dressiez un peu ces répercussions, ces enjeux dans l'éducation que vous avez pressentis. Oui, en fait, le fait de travailler ensemble, on voyait bien qu'il y avait une réflexion qui s'amorçait à l'égard du changement de curriculum. On se posait des questions, puis là, je parle plus au niveau universitaire. Peut-être que d'autres intervenants à cette table ronde vont aborder d'autres niveaux d'éducation, mais déjà, la réflexion avait commencé au niveau préuniversitaire. Doit-on instaurer un tronc commun? Comment doit-on le faire? Etc. Donc, il y avait des réflexions à partir de 2019 à propos des curriculums à mettre en place, des compétences. Puis, on retrouvait ça aussi, ce questionnement-là au niveau des PME, du secteur privé. Et alors, c'est pour ça que le fait de prendre le pari de travailler en collaboration, bien, on voulait augmenter notre compréhension. On voulait aussi dissiper les craintes injustifiées parfois envers certains développements de l'intelligence artificielle. Puis on s'est dit, étant donné que c'est complexe, aussi bien travailler ensemble puis voir si, par exemple, on démarre une réflexion sur doit-on instaurer un tronc commun? Est-ce que les étudiants doivent passer justement par cette compréhension-là générale de cette révolution technologique, puis par la suite aller dans leur propre cursus? Je dois vous avouer que c'est en cours présentement. Cette réflexion-là, il y a un établissement qui est en train d'instaurer ce tronc commun-là. Nous, on regarde ça un peu plus de près, mais il faut savoir aussi que le réseau des U7, là, l'équivalent du G7, mais au niveau universitaire, on a déjà commencé à faire une réflexion dans ce sens en termes d'acquisition de compétences, puis d'avoir justement cette vision transversale pour aider justement les citoyens à bien affronter et à bien comprendre ces enjeux-là. Et c'est pour ça que l'Observatoire, le fait qu'on s'intéresse à l'impact sociétaux, c'est une connaissance qu'on a jugée prioritaire. Donc, on voit bien que l'enjeu, évidemment, c'est de comprendre de quoi on parle. Quand on parle éducation, avant même de rentrer dans la tuyauterie, voir les outils, on voit bien la compréhension nécessaire. Sinon, on navigue à vue. D'ailleurs, on le verra avec Marc
Atala, hein, si on comprend pas la technique et on n'a pas défini un schéma, un directeur, évidemment, tout ça ne sert à rien. Alors, évidemment, IA égale investissement. Ça demande beaucoup d'investissement et j'imagine une mobilisation de tous pour partager cette culture de l'IA ou cette nouvelle voie d'éducation. Oui, ça demande un leadership, je dirais, un engagement politique au départ. Il faut avoir un engagement politique, étant donné que, comme je le disais précédemment, le comité d'orientation avait proposé 5 orientations. On aurait pu très bien ne pas retenir l'idée de la création de cet observatoire-là. Donc, il y a eu un engagement politique qui s'est fait à travers le scientifique en chef, Rémi Quirion, qui a négocié pour que le Québec investisse dans la création de cette structure-là. Là, je parle plus en termes de structure de l'observatoire parce que les spécialistes autour de la table vont parler dans leur propre domaine d'expertise. Et ça demande une implication des universités. Parce que le fait de faire le pari de la collaboration, bien, il faut qu'il y ait un engagement. Alors, le fait d'avoir 9 universités partenaires, il y a cet engagement-là en termes de financiers. Il y a des engagements qui sont pris pour dire nous soutenons cette structure dans l'écosystème. Puis là, on voit que, par exemple, au Québec, il y a l'Observatoire, il y a le MILA, qui est le Centre expert en intelligence artificielle avec Joshua Benjo, qui est le chercheur vedette dans le domaine. Mais il y a aussi des chaires et des laboratoires de recherche qui sont en train de s'installer. Puis, il y a aussi une structure, je vous dirais, intermédiaire pour les PME, Forum IA Québec, qui est dans le décor. Que toutes les pièces du puzzle qui avaient été réfléchies lors de ce comité d'orientation-là sont mis en place présentement et le travail est de plus en plus en concertation. C'est le paradigme dans lequel on s'est inscrit. Voilà, Lise, il n'y a plus qu'à faire comme vous. C'est un pari de tous les instants quand même. Oui, mais quand on parle avec des universitaires, évidemment, il faut discuter, justifier, s'expliquer et il faut bien trancher un moment, mais je crois que vous y arrivez très bien. Merci beaucoup, Lise Langlois. On a tous envie d'aller vous revoir et voir comment vous faites. Hein. J'espère qu'on organisera une session là-bas, comment on dit, un voyage d'études un jour pour découvrir tant vos progrès, le chemin est déjà dépoussiéré, si je peux dire, sur le chemin de l'IA. Merci beaucoup, Lise, et à très bientôt. Allez, on va débuter tout de suite notre débat avec nos invités, Nadia, Bastien, Tawhid, Laurence, Marc, j'ai oublié personne. Il y a des gens à l'écran, ils ne font pas partie de la table ronde, mais ils sont les bienvenus quand même, hein, je vous rassure. Alors, première question et premier tour de table pour vous. Qu'est-ce que c'est l'IA? Alors, vous allez dire, écoutez, si vous êtes venu à cette conférence sans trop savoir, non, mais quelle est la définition qu'on pourrait donner? Parce qu'évidemment, on attend de mesurer les contours et on voit bien que tout le monde en parle à sa manière et tout le monde en parle avec une vision différente. Nadia, vous avez travaillé pas mal dessus, vous êtes au Québec aussi. Allez, vous continuez à nous faire partager cette douce voix québécoise. Qu'est-ce que c'est? Quelle définition vous proposez? Donc, bonjour tout le monde et puis merci beaucoup pour l'invitation. Pour moi, quand on parle de l'intelligence artificielle, on parle de l'intelligence augmentée avec la collaboration humain-machine pour une meilleure performance humaine et puis une meilleure expérience d'apprentissage. Donc, le but est vraiment l'humain. Et puis, dans ce contexte, j'aimerais parler de 4 points qui sont importants à mentionner. Premièrement, l'expérience apprenant augmentée avec l'aspect multicanal, interactive, conversationnel, l'hyperpersonnalisation, l'expérience qui s'adapte aux besoins des apprenants. Le deuxième point, c'est l'enseignant augmenté, la mise en pouvoir des enseignants qui vont, eux autres, devoir apprendre à travailler avec l'IA, établir une collaboration enseignant-machine, développer la culture IA. Troisièmement, il y a toute la question des processus intelligents. On doit penser à comment nous allons pouvoir intégrer l'IA dans les processus d'apprentissage, mais aussi dans tout le processus d'évaluation d'apprentissage. Et puis, ça prend à repenser les processus d'enseignement et d'évaluation. Et puis, le 4e point, c'est le développement de compétences techniques et humaines de l'IA. Donc, nous passons d'un paradigme d'un monde de programmation à un monde d'apprentissage dans lequel l'humain doit apprendre à une machine à faire quelque chose. Donc, il faut développer des pédagogies nécessaires pour développer les systèmes de l'IA. Donc, l'émergence de l'IA dans l'éducation implique l'enseignement de l'IA. Oui, c'est pas pour vous. Okay. Ne coupez surtout pas votre micro, Nadia. Donc, rapidement, pour terminer, quand je parle de l'émergence de l'IA dans l'éducation, je parle de l'enseignement de l'IA, l'enseignement à collaborer avec l'IA et l'enseignement
à l'aide de ou à travers l'IA, et ceci inclut l'évaluation des apprentissages et accompagnement pédagogique pour aboutir à des expériences d'apprentissage équitables, inclusives, qui répondent aux besoins des apprenants. Et juste, l'IA, on est bien d'accord que c'est une technologie, technique, c'est pas une méthode. Alors, je sais pas qui... Il y a un problème. Je ne sais pas si tout le monde a bien coupé son micro. Il y a un avion qui passe dans les tuyaux. Allô? Nadia? Oui, là, ouais, là je remets c'est bien, là. pour que ça... Parfait. Donc, oui, absolument. Donc, l'IA, c'est la technologie. Donc, c'est vraiment la collaboration avec cette technologie-là pour une meilleure performance humaine et pour des meilleures expériences d'apprentissage. Et juste sur la brique IA au niveau de l'éducation, est-ce que ça demande des compétences évidemment additionnelles pour tous les pédagogues, tous les enseignants, tous les enfants? Est-ce que ça demande des compétences additionnelles en termes d'expertise? Est-ce que tout le monde doit être doté d'ingénieurs pédagogiques, certes, mais IA? Oui, absolument. Il faut comprendre, moi, je peux pas le programmer, mais je dois pouvoir comprendre qu'est-ce que cette technologie donne. Et puis, une fois que j'ai des résultats, je dois pouvoir comprendre quels sont les résultats, poser les bonnes questions et puis aussi analyser les réponses. Donc, c'est vraiment la collaboration avec cette technologie-là, non pas créer la technologie. C'est pour cela qu'on parle des compétences en IA technique, mais aussi toutes les compétences soft skills qui sont en rapport avec toute l'approche critique, la résolution de problèmes, la collaboration, donc, la compréhension de qu'est-ce qui est possible avec l'IA, comment je vais augmenter l'expérience d'apprentissage que je vais créer pour mes étudiants et puis comment je vais faire bénéficier mes étudiants de cette expérience d'apprentissage et puis vraiment utiliser ces résultats pour prédire leur performance et puis vraiment personnaliser mes approches pour mieux les accompagner à travers leur expérience d'apprentissage. Donc, c'est vraiment des soft skills qu'il faut développer dans notre monde de notre côté. Oui, il faut les traduire en algorithme, hein, on verra. Alors, Laurence Gourdon, au ministère, j'imagine que l'IA, c'est pas un terme qui vous est inconnu, c'est quelque chose même qui est au cœur de la réflexion pour demain. Hein. La SDTIS, on la connaît depuis longtemps au niveau du ministère, elle réfléchit à toutes les problématiques digitales depuis longtemps. Et quelle définition on a dans votre esprit, en tout cas au niveau du ministère, et qu'est-ce que vous avez retenu? Vous avez écrit un livre, hein, oui. J'ai oublié de le signaler, vous m'excusez, et je vais retrouver le titre. Je vais peut-être en parler, ouais. Et ce qui va me permettre de répondre à la question. Une révolution annoncée. L'école de l'IA, une révolution annoncée. Voilà. Donc, je ne parlerai pas au nom du ministère. Je fais effectivement partie d'une instance, le Conseil supérieur de l'éducation, qui est une instance consultative avec les différents partenaires sociaux de l'éducation nationale. Je suis chef d'établissement d'un lycée avec un campus en enseignement supérieur avec une filière sur informatique. C'est un lycée polyvalent où nous accueillons les intelligences multiples. Je fais de la recherche en sciences de l'éducation, donc je ne pouvais pas passer à côté de cette réflexion sur l'IA. Et je tire la légitimité face à vous ce soir et cet après-midi pour nos amis de Québec avec l'écriture de cet ouvrage, donc l'école et l'IA, une révolution annoncée aux éditions Faber. Pourquoi ce livre et pourquoi un chef d'établissement qui travaille dans les différentes instances d'éducation nationale a écrit ce livre? Parce que la première réflexion qu'il faut avoir, il me semble, par rapport à l'IA, nous les experts du quotidien, nous là les experts de l'éducation, c'est que c'est un sujet qui est radicalisé. C'est-à-dire que les philosophes, les théologiens en parlent, écrivent. À l'autre extrême, les mathématiciens, les informaticiens, les start-upers en parlent et écrivent sur le sujet. Or, vous savez comme moi que l'intelligence artificielle va révolutionner notre quotidien. Donc, il est de notre responsabilité, nous, qui avons une expertise dans le domaine de la vie quotidienne, de penser l'IA. C'est ce que j'ai modestement fait dans l'écriture de cet ouvrage, donc l'école et l'IA, une révolution annoncée. Alors, ce que j'ai à dire, bon, la première chose, ça c'est mon expérience, parce que finalement, je ne sais pas la conclusion que vous pouvez porter à cela, mais je ne suis jamais sortie de l'école. Voilà, puisque j'ai été étudiante, enseignante et ensuite cadre de direction et chef d'établissement. Et finalement, vous allez rapidement pouvoir déduire mon âge, au bout de 40 ans d'éducation nationale, finalement, et vous allez faire la même conclusion, l'école n'a pas beaucoup changé.
On est toujours avec nos tableaux, nos estrades. La majorité des classes sont encore en randonnion. Donc maintenant, la question se pose avec l'arrivée des nouvelles technologies et avec le vortex que nous avons eu l'année dernière avec les plans de continuité pédagogique à distance suite à la crise, avec la crise sanitaire. Donc les choses se sont accélérées et là, on arrive à un point non attendu il y a 2 ans, où il va y avoir une accélération et l'école qui n'a jamais changé depuis des décennies va brutalement changer. Voilà, c'est évident, on l'a vu lors de confinement. Je ferai un focus sur trois points concernant l'école et l'IA, plus que l'éducation et l'IA. Le premier point, et là je m'adresse au public français en France, et nous avons un véritable fléau, c'est le décrochage scolaire. Nous avons 15% des jeunes qui sortent du système scolaire sans être à l'aise dans l'écriture, la lecture et qui ont des difficultés pour compter. Nous avons chaque année 100 000 élèves qui sortent du système sans diplôme. Bref, c'est un vrai fléau. Et la principale difficulté de ce décrochage scolaire, c'est que nous n'arrivons pas à prédire quels sont les jeunes qui vont sortir du système en ayant des faiblesses de compétences, en socle de compétences primaires, c'est-à-dire savoir écrire, lire et compter. Et on ne sait pas quels sont les jeunes qui décrocheront en cours d'année. Et on a beaucoup d'espoir dans ces technologies de l'IA pour faire du prédictif et pour pouvoir repérer finement les jeunes qui ont besoin d'un accompagnement spécifique. Ça, c'est un point particulier et ça, c'est un point qui est tellement important parce que c'est un aspect politique et social de l'IA. Deuxième point, la question de l'école inclusive, c'est-à-dire l'adaptation, et je crois que ça a déjà été cité, l'adaptation des apprentissages aux intelligences multiples. Voilà, vous le savez comme moi, les techniciens de l'IA le savent mieux que moi, cette grande capacité de l'IA de s'adapter aux intelligences multiples, à la vitesse d'apprentissage des uns et des autres, d'individualiser la transmission de connaissances. Donc, dans l'intelligence, ça c'est le deuxième point. Voilà, et le troisième point, parce que la question de l'orientation. Voilà. Oui. La question de l'orientation, on a tout de suite, quand on parle d'école, on parle d'apprentissage, de savoir lire, compter, écrire et éventuellement respecter autrui. Mais il y a un point qui est essentiel aux différentes étapes du cursus, c'est l'orientation. Et là aussi, l'orientation, on voit bien dans les difficultés de certaines filières à pouvoir capter des jeunes. Or, il y a des besoins, des très bonnes employabilités sur ces différentes filières et on voit que les jeunes ne s'adressent pas à ces filières. Là aussi, c'est un vrai problème, assez franco-français, je dirais, parce que nos voisins outre-Rhin, par exemple, n'ont pas ce problème. Donc là, il y a un travail de fond à faire au niveau de l'orientation. Et là, on sait que les technologies de l'IA nous permettront d'améliorer ce travail d'orientation qui doit être fait à tous les niveaux. Donc, on a adressé 3 points capitaux. Nadia nous a donné les 4 points qu'il nous donnait. Ça fait 7 déjà, si je compte bien. Laurence, est-ce qu'on pourra continuer tout à l'heure? Vous concluez juste votre propos pour qu'on puisse donner la parole à Tawhid, Bastien et Marc. Oui, je voulais simplement dire, pour revenir, ça me permettra de reprendre mes propos liminaires sur le fait que l'école n'a pas changé depuis des décennies, c'est que désormais nous allons avoir à travailler sur l'apprentissage adapté et jusqu'à maintenant, depuis des décennies, on travaillait sur la gestion mentale avec les élèves. Alors maintenant, donc nous allons travailler sur l'apprentissage adapté. C'est une révolution, d'où le titre de mon livre, c'est une révolution qui s'annonce. Voilà. D'accord. Autre point, et ça sera ma conclusion. Non, vous allez reparler tout à l'heure, mais là, c'était un propos liminaire. Allez-y, encore quelques secondes. C'est bon? Alors, j'ai passé la pour tout à l'heure. Voilà, gardez-la bien au chaud. Tawhid Chtiwi, je vous disais, il a dirigé des écoles, donc on va parler plutôt supérieur avec lui. Et c'est très important parce que justement son parcours, je vais dire académique, dans les grandes écoles, notamment à l'université aussi, aujourd'hui l'a conduit à réfléchir autour de l'IA et de construire un modèle pédagogique un peu disruptif, on va le dire comme ça, Tawhid,
Quelle a été votre approche et comment vous avez justement appréhendé cette notion d'IA pour l'éducation? Bonsoir à tous, merci Gilbert. Il y a deux enjeux et deux aspects importants lorsqu'on parle du lien entre l'IA et l'éducation. C'est d'abord comment on forme à l'IA, parce que c'est des métiers qui évoluent et on sait à quel point la progression de l'IA va être importante dans les années à venir. Les revenus générés par l'IA vont être multipliés par 4 ou 5 d'ici les 5 prochaines années, donc avec tout le besoin qu'il y a derrière en matière de compétences. Et puis, évidemment, derrière cette réflexion-là, de se dire comment on forme ceux qui vont construire l'IA de demain, l'IA qui va être partout dans notre quotidien, dans notre société, dans notre modèle éducatif, dans tous les secteurs d'activité. Et donc, l'idée, c'était un peu de rompre avec des logiques disciplinaires qui sont des logiques dominantes dans notre secteur enseignement supérieur, parce que pour nous, l'enjeu de l'IA n'est pas qu'un enjeu technologique, et que le vrai enjeu de l'IA, c'est un enjeu sociétal qui va permettre de faire progresser la technologie, tout en considérant d'abord les impacts sur le monde de l'entreprise, la compétitivité de nos entreprises, leur capacité d'améliorer leurs performances, mais aussi de considérer les impacts sociétaux, parce que dès qu'on parle d'IA, on parle de données, dès qu'on parle de données, il y a un certain nombre d'enjeux éthiques et d'enjeux juridiques aussi, mais aussi éthiques, qu'il faut prendre en considération pour pouvoir bâtir une IA que nous on appelle de la confiance et de la responsabilité. Et ça, c'est un premier enjeu lorsqu'on parle de l'IA et de l'éducation et d'enseignement supérieur. Deuxième enjeu, c'est de dire comment l'IA va transformer l'enseignement supérieur. On sait qu'il y a beaucoup de secteurs d'activité qui sont touchés. Alors, on parle beaucoup de la santé, de l'industrie 4.0, etc. Mais l'éducation aussi est fortement touchée par l'IA parce qu'on est... on a un certain nombre de problématiques. Laurence en a cité quelques-uns, mais quelques-uns des sujets qu'on aborde aujourd'hui dans le cadre de l'IA, mais il y en a d'autres, et l'IA peut être une réponse. Et il faut que notre secteur éducatif, dans sa transformation, dans son évolution, prenne en considération ce que l'IA peut lui apporter. On a parlé d'orientation, de décrochage dans l'université. Tu le sais très bien, Gilbert, 65% de nos étudiants en France ne dépassent pas la barre de la première année universitaire. Il y en a 65% qui décrochent avant la fin de la première année d'études universitaires. C'est un gâchis énorme parce qu'on n'est pas capable d'individualiser l'apprentissage, parce qu'on ne prend pas en compte la capacité de ces étudiants et on est dans une logique de massification assez importante. Alors, donc l'individualisation, l'aspect adaptatif. Aujourd'hui, on est obligé, pour répondre à un certain nombre d'accréditations, je ne citerai pas de nom, de faire un programme sur 5 ans. C'est complètement absurde parce qu'il faut qu'on soit dans une logique adaptative puisque les métiers et les compétences se transforment en permanence et il faut qu'on soit capable d'une année sur l'autre de faire évoluer nos contenus. L'IA est une réponse à ça. Les aspects, l'apprentissage fragmenté aussi, qui est notre aspect qui aujourd'hui répond à notre incapacité dans le système d'apprentissage pour pouvoir apporter des réponses qui prennent en considération la vitesse de l'apprenant, ses domaines spécifiques, sa façon d'apprendre, sa progression, et le machine learning en particulier comme technologie permet d'analyser toutes ces données-là et d'apporter, aider les professeurs à mieux adapter leur apprentissage. Donc ça, sur l'aspect expérience apprenant, pareil, l'expérience apprenant, tous les processus administratifs. On sait qu'il y a des problématiques de visa, d'hébergement, d'inscription au cours, de candidature, etc. Ce sont des process lourds qui consomment beaucoup de temps, alors que notre métier, en réalité, c'est pas celui-là. Notre métier, c'est la pédagogie, la progression de connaissances. Et ça, l'IA peut apporter une réponse pour dégager du temps aux professeurs et aux équipes administratives pour pouvoir consacrer du temps à l'accompagnement. Les espaces pédagogiques, il faut réinventer. On n'est plus dans des logiques pédagogiques de chaises et de tables fixées au sol avec un prof au bout et des étudiants en face. Il faut avoir des espaces pédagogiques avec beaucoup de digitalisation, d'intelligence, de personnalisation. Il faut réinventer un peu tout ça pour pouvoir, et l'IA peut être une réponse aussi. L'anticipation d'un certain nombre de problématiques de décrochage qui permettent d'être proactifs par rapport au décrochage au lieu qu'aujourd'hui, on réagit quand le décrochage est fait. Alors que l'IA, par l'analyse des absences, des retards, des notes, des remarques des professeurs, peut très rapidement, même si on a 100 000 étudiants, dire attention, celui-là, il est sur le point de décrocher, il faut peut-être être proactif dans l'anticipation de ces soucis-là. L'évaluation, la notation automatique aussi est un sujet assez important parce que là aussi, effectivement, on peut accompagner les professeurs qui peuvent passer des heures et des heures à noter, avoir au moins un accompagnement dans la notation. Donc, il y a plein de sujets où l'IA peut répondre aux enjeux de l'éducation. On voit bien, quand on liste, on voit bien les bénéfices de l'IA et on parlera tout à l'heure un peu de tuyauterie parce que avec Marc, il me semble important de rappeler comment ça marche. Parce que si on ne comprend pas l'origine de tous ces bénéfices, on aura du mal à les mettre en place. Bastien, alors vous avez comme point de vue plus on formera tôt les enfants ou les jeunes,
moins on aura de difficultés à partager l'IA tous ensemble, avec ClassCode notamment, puisque vous faites, on parle autour du code, bien entendu, mais aussi le code C, les algorithmes. Donc, vous avez aussi une vision de cette IA comme rendant service. Pour autant, il faut quand même bien comprendre de quoi on parle. Ouais. Bah pour nous, c'est l'enjeu. Hein. Le but de ClassCode, c'est de faire de la médiation scientifique sur les questions de code, de pensée informatique. On a fait ce MOOC sur l'IA. On a vu que c'était pas simple. D'ailleurs, on le voit même là en posant une question très ouverte et des différents points de vue des intervenants. Effectivement, c'est que on se retrouve à parler de plusieurs types d'IA. On a tendance aussi à oublier l'historique. C'est pas seulement c'est quelque chose qui est très présent dans la société d'aujourd'hui, qui a des enjeux énormes, mais scientifiquement, ça fait 50 ans que ça existe, plus de 50 ans que ça existe. Et du coup, il faut se rappeler un peu de l'histoire de ça, de comment ça a pu évoluer, de ce qui a changé, de comprendre les fondements scientifiques qu'il y a derrière. Et nous, notre enjeu, c'était de développer justement un langage commun pour qu'on puisse en discuter et qu'on puisse justement évaluer ces solutions, évaluer les situations, l'usage des données, parce que finalement, à un moment donné, on va devoir en discuter et faire des choix. Pour faire des choix, il faut comprendre comment ça fonctionne. On peut avoir une définition conceptuelle suffisante pour échanger, sans forcément coder ou savoir faire du code, même si effectivement ça ouvre tout un tas de portes et de manières d'appréhender et de réfléchir et de se poser ces questions-là. Parce que derrière, effectivement, c'est un choix qui touche pas seulement les entreprises qui produisent ces solutions-là, pas seulement les utilisateurs, pas seulement les éducateurs, les responsables d'établissement. Il y a plein d'intermédiaires qui ont des enjeux différents, des niveaux de compréhension différents. Nous, notre enjeu, c'était de faire passer les enseignants et les jeunes du statut d'utilisateur à celui de consommateur, celui d'utilisateur éclairé, de comprendre ce qu'on utilise. Et là, on le voit, on a évoqué sur le décrochage. C'est pas si clair que ça fonctionne bien, et c'est surtout de quelles données on aurait besoin. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut se dire, est-ce que ça suffit pour les notes, ou est-ce que pour évaluer un décrochage, il nous faudrait des éléments sur la situation personnelle de l'étudiant, peut-être sur sa situation familiale, peut-être sur sa situation de santé. Tout ça, ce sont des facteurs explicatifs extrêmement importants. Du coup, la question, c'est jusqu'où on va, et si on enlève ces données-là, est-ce que ça fonctionne toujours ? Et donc, du coup, ça, c'est vraiment une décision collective, et il faut avoir un langage commun pour pouvoir échanger dessus. Ça, c'est vraiment, vous mettez les pieds dans le plat, si je puis dire, Bastien, et c'est très important. Marc, vous avez écouté nos spécialistes d'éducation parler et évoquer les bénéfices de tout ça. Mais on rappelle une chose, et je ne déflore aucun secret en disant ça, s'il n'y a pas de data, et je dirais même de big data, il n'y a pas d'IA. Donc, la source, elle est là. Et Bastien l'a évoqué, jusqu'où on va, et qu'est-ce qu'on collecte, et comment on les collecte aussi. Oui. Alors effectivement, la définition qu'on donne au big data, généralement, c'est la définition des 4 V, qui est le volume, la vélocité, la variété, et le dernier V, c'est la valeur. Et donc, on utilise effectivement les technologies IA pour faire ressortir la valeur de ces données. Et quand on parle de technologie IA, plus précisément, dans ces technologies, on utilise beaucoup ce qu'on appelle du machine learning, de l'apprentissage automatique, dans lequel il y a du deep learning également. Et ça nous permet effectivement de créer ce qu'on appelle des modèles. Alors, comment créer un modèle? En gros, je prends toute l'historique de données, donc les données utilisées par rapport à la cible recherchée. J'applique un algorithme qui est une sorte de recette mathématique et ça va me produire un modèle. Ensuite, quand j'ai des nouvelles données qui vont arriver, je vais appliquer ces nouvelles données au modèle et ça va me prédire une situation qui va me permettre de prendre une décision derrière. Donc, en gros, la valeur de ces données réside dans le fait de pouvoir faire cette prédiction. Et donc, évidemment, plus les données sont bonnes et plus il y en a, plus ma modélisation va être bonne. Et c'est là où on rentre dans des discussions un peu plus techniques autour de qui a le plus de données dans le monde, entre les Chinois et les Américains, et la RGPD en France, où on nous limite potentiellement l'utilisation de ces données. Et donc, il y a plein de discussions autour de ça. Mais effectivement, plus on a de la donnée et plus la donnée est bonne, plus la modélisation sera bonne. Voilà. Donc, Marc, pour revenir à ma question initiale au tout début, oui. On a tous répondu à notre manière avec notre parcours. Quelle est la définition d'IA? C'est d'abord de la collecte de data et un traitement de data pour un résultat qui est le décrochage, le suivi, l'accompagnement, whatever, enfin tout cela.
Oui, tout à fait. Alors, et juste pour répondre à une question de Béotien, alors j'ai une idée de la réponse. Qui écrit les algorithmes? Alors, n'importe qui peut écrire un algorithme, mais généralement, c'est un mélange de compétences de mathématiciens et d'informaticiens. Donc, c'est le vrai rôle de ce qu'on appelle le data scientist, qui est une sorte de chercheur autour de ces équations. Et ensuite, il y a un autre rôle qui est le data engineer, qui utilise en fait ces algorithmes pour les appliquer aux données et pour créer des modèles. Et ensuite, on a toute une équipe informatique derrière qui intègre ces modèles dans des outils, etc. Alors, on l'a bien vu avec Marc. Nadia, je vous repasse la parole. Est-ce qu'on est mature pour appréhender cette somme de données et ce traitement des données, cette qualification des données et en fait le diagnostic qu'on en sort, l'analyse, et on en est où? Alors, quand je vous pose la question, évidemment, il y a des usages quotidiens. Hein. On a des chatbots avec son opérateur téléphonique, on a des choses comme ça. Mais pour l'éducation. Alors, est-ce que c'est moi ou c'est juste moi où j'entends aussi dans on coupe son micro, s'il vous plaît, ceux qui ne parlent pas. Ouais. Donc, juste pour vous ramener aussi au Canada, et puis, comme Lise a mentionné avant, on y travaille fort. Donc, on est vraiment là-dedans. Et puis, juste pour vous donner quelques exemples rapides, je crois que vous avez entendu parler de la Déclaration de Montréal, qui est une boussole éthique qui permet d'orienter le développement de l'intelligence artificielle vers des finalités moralement et socialement désirantes dans tous les domaines, incluant l'éducation. Et puis, elle présente des principes de bien-être, de respect, de l'autonomie, la protection de l'intimité, de la vie privée, la solidarité, la participation démocratique, l'équité, l'inclusion, la diversité, la prudence, la responsabilité et le développement soutenable. Mais aussi, on a le pôle montréalais d'enseignement supérieur en intelligence artificielle. Et puis, sa mission est d'assurer une réponse concertée des collèges et des universités aux besoins de formation suscités par les développements en cours de futur de l'intelligence artificielle en construisant au sein des établissements membres une compréhension partagée de ses impacts. On a un exemple du collège Dawson qui a lancé l'initiative IA et puis qui intègre l'IA dans son cursus. On a aussi le Kids Code Jeunesse, qui est un organisme de bienveillance canadienne bilingue et qui est déterminé à donner à chaque enfant l'accès à une éducation aux compétences numériques. Et puis, il focus vraiment sur l'intelligence artificielle. Puis, ils ont plein d'initiatives dans les écoles. Donc, quand on parle des étudiants à jeune âge qui commencent avec l'intelligence artificielle, les autres, ils sont dans les écoles avec plein d'initiatives. Ils ont, par exemple, l'initiative Jeunesse 2030 qui fait de la programmation de l'intelligence artificielle, de l'éthique et des objectifs mondiaux de développement durable de l'ONU, des priorités de l'éducation des enfants. Ils ont organisé en avril un symposium qui s'appelle Parlons IA, qui est destiné aux adolescents. Et puis, finalement, je veux dire aussi, dans l'axe éducation et capacitation à l'OBVIA, donc dans l'observatoire, on est en train d'établir une veille de l'IA en éducation. Et puis, je vais partager tous les liens de tous ces différents exemples dans le clavardage. Et puis, on est en train d'examiner les différentes formations nécessaires pour développer, que ce soit les hard skills, les soft skills, pour examiner comment on est en train d'utiliser aussi le numérique dans les formations, tous les enjeux éthiques et critiques. Donc, il y a cette réflexion qui, je vous dis, là, on est vraiment bien avancé dans ceci. Laurence Gourdon, évidemment, quand on est au ministère, alors vous allez me dire, vous êtes au ministère sans y être, puisque vous êtes, j'allais dire, à la tête d'un lycée, mais pour autant, est-ce qu'on est en capacité de traiter toutes ces données et d'en tirer un bénéfice, puisque c'est ça aussi qu'on dit depuis le début? Alors actuellement, moi, je n'ai pas connaissance d'outils IA de traitement des données des élèves en classe de façon massive. Ce que nous avons, c'est des outils de crantage mémoriel, c'est-à-dire pour des progressions spécifiquement sur des disciplines comme l'orthographe, les mathématiques. Voilà, alors ce qui est intéressant parce que cela montre quand même que l'IA est déjà entrée dans l'école, ce que tous les secteurs d'éducation sociale ne savent pas. Quand on parle encore, c'est assez anxiogène, hein, l'IA pour le monde de l'éducation et pour l'enseignant. Hein. Ça aussi, c'est un point qu'il faudrait aborder, le rôle de l'enseignant avec l'interface homme-machine, mais on n'aura peut-être pas le temps ce soir. Donc, à ma connaissance,
les traitements massifs des données ne se font pas. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que notre organisation qui est centralisée, qui a été d'ailleurs pas mal un frein sur certaines innovations pédagogiques, pourra être intéressant sur l'étude des données, puisque c'est centralisé au niveau national. Donc, Oui. on a des données assez massives. Et ça, je pense que c'est un atout pour l'éducation nationale, c'est un atout pour la France, notre structure. Oui, Bastien, évidemment, quand on évoque les big data, on évoque les algorithmes, hein, puisque évidemment, derrière, qu'est-ce qui va en sortir de ces data et comment on va aller. Alors, Bastien a un point de vue. Bastien, on peut peut-être enchaîner tous les deux. Vous me disiez, parlons de la représentation des femmes, par exemple, elle est évidemment susceptible de prendre une direction selon l'algorithme, selon les data collectées. Ouais, c'est souvent un exemple qu'on utilise notamment dans les actions de classe code comme les Intrépides de la Tech, où on fait de la formation des collégiennes à l'intelligence artificielle parce que c'est un super sujet pour aborder le biais des données. Donc on échange un petit peu avec elles sur le fonctionnement des données. Après, sur la distinction data, big data, en soi, c'est pas. Enfin, on a eu une très bonne définition des big data, mais c'est aussi une question d'architecture. On peut faire du traitement ou du traitement algorithmique avec si on choisit la bonne architecture. Mais l'intérêt, c'est de savoir si les data qu'on utilise sont clairement identifiés, si on n'a pas de biais, d'erreur dans les data qu'on va utiliser. Et dans le cadre de l'intelligence artificielle et de la représentation des femmes, on peut avoir ce genre de biais-là, se retrouver finalement avec des algorithmes qui vont nous donner des réponses qui peuvent être sexistes ou racistes en fonction des données qui ont été utilisées. On a plein de cas, même dans des grands groupes qui se sont fait avoir sur l'utilisation de ces données-là. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas une erreur ni des données, ni forcément de l'algorithme. Forcément, il peut y avoir des biais dans l'algorithme, surtout si on a une surreprésentation des hommes et que certains critères sont oubliés dans la manière dont sont construits le traitement de ces données. Mais c'est surtout un témoignage concret, en fait, de notre société. C'est-à-dire, si on va réutiliser des données qui sont des données qui ont été utilisées dans une société, par exemple, qui veut faire du recrutement dans le numérique et qui utilise tous les CV des personnes qu'il a déjà embauchées, on peut se retrouver à avoir des prédictions qui vont pointer vers des hommes de tel âge, avec telle formation, et ce sera ce qu'on lui demande, parce qu'effectivement, cette société, ça fait 20 ans qu'elle emploie des hommes. Donc, il n'y a pas d'erreur là-dedans, mais c'est un témoignage qu'il faut comprendre, et du coup, on a de nouveau une question éthique à se poser, c'est est-ce que je dois corriger, en fait, ça, mais du coup, je triche, soit avec mes données, soit avec mon algorithme, je vais devoir combler ce résultat-là parce que c'est pas ce que je souhaite, ou est-ce que je dois en prendre compte et du coup avoir une réflexion aussi sur mes usages parce que les données sont vraiment des témoins de notre société. Et donc, pour la représentation des femmes, c'est évident. Oui, alors vous avez conçu, vous, un modèle pédagogique autour de l'intelligence artificielle, pas que, mais autour de cette idée. Comment justement vous évitez ces biais, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, comment justement vous avez poussé votre réflexion? Justement, il ne faut pas attendre, à mon sens, que l'algorithme donne des résultats. Il faut faire de l'éthique by design, c'est-à-dire au moment, et c'est ce qu'on essaie de pousser, nous, dans notre approche pédagogique, dans la formation à l'IA, c'est de pousser ceux qui vont concevoir l'IA de demain, d'intégrer ces questions-là dès le début. Parce que si on les intègre dès le début, on ne sera pas obligé, on ne découvrira pas effectivement ces phénomènes et on ne sera pas obligé de corriger, parce que l'aura pris en considération ces aspects-là dès le début, mais il faut une conscience, une prise de conscience. Regardez, je vais vous donner un exemple. Les smart cities qui ont été construits, les premières villes intelligentes, il n'y avait aucune place ni pour les talents ni pour les poussettes. Parce que ça a été conçu par des hommes, pour des usages d'hommes. C'est tout simplement ça. Et c'est pas parce qu'ils sont sexistes, c'est juste parce qu'ils n'ont pas pensé à ça. Et donc, la question peut être parfois simplement une question de sensibilisation et d'intégration de ces questions-là dès le début. Et c'est ça ce qui est très très important dans l'IA aujourd'hui, et de ne pas attendre effectivement qu'une réglementation ou que des billets surgissent après. Donc voilà, il y a des effectivement liés à ça. C'est très éclairant. C'est très éclairant. Marc, je voulais vous passer aussi la parole parce que Marc, quand on préparait, vous me disiez souvent les gens veulent faire de l'IA, ils nous commandent quelque chose, mais ils veulent faire un petit truc ou ils veulent faire aller vers ce qui est catchy, quoi, on va dire un truc sympa. Mais en fait, c'est une erreur. Il faut investir là où il faut avec les bons outils.
c'est peut-être un peu cher parfois, mais sinon, on ne fera pas de la vraie IA où elle peut être mal appliquée. Hein. C'est comme ça que vous voyez les choses. Oui. Alors déjà, on se retrouve, comme Laurence l'a dit, on se retrouve avec 40 ans d'historique de systèmes IT qu'il faut gérer, avec souvent des budgets qui sont pas les mêmes que dans les grandes entreprises. Et donc l'équation commence à être difficile en fonction de la vision et de la stratégie de l'école. Comment faire pour effectivement commencer à intégrer des outils qui vont leur permettre de faire de l'IA, de recrutement, de l'individualisation de parcours, etc. Et c'est là où ça commence à être difficile parce que, en fait, si on veut faire un bon système, il faut un village, en fait, un village de compétences. Et aujourd'hui, les offres qu'on a ne sont pas adaptées à toute forme de besoin. Et donc, il faut effectivement développer ça de manière, on va dire, quasiment sur mesure à chaque fois, parce que rien n'existe vraiment. Alors, il y a évidemment des solutions, mais comme l'a dit Tawhid, hein, la vocation de l'école, c'est une forme de pédagogie. C'est la pédagogie, pardon. Donc, il y a une forme de stratégie derrière. Et si on avait tous les mêmes outils, on intégrerait à peu près tous les mêmes stratégies. Donc, en fait, il y a également une cristallisation des processus internes de l'école qu'on met en place dans ces outils. Et d'autre part, les données en amont sont effectivement importantes. Les données représentent la question qu'on se pose. Donc, il faut peut-être commencer par se poser des questions au niveau de la vision et à partir de ces questions, redescendre dans la chaîne de valeur pour essayer de voir si on a les datas qui correspondent et ensuite si on peut construire les outils qui vont bien. Et ce qu'on propose à nos clients, c'est de commencer par des MVP en fait, hein, donc ce qu'on appelle des minimum viable product qui permet effectivement d'avoir toutes les fonctions importantes dans un outil qu'on peut commencer à utiliser et construire par-dessus ensuite pour arriver vers un outil final plutôt que d'essayer de faire quelque chose de grand tout de suite. Voilà. Non, mais c'est très bien. Vous devancez ma question d'après, Marc, et vous n'avez pas répété, mais c'est formidable. Laurence, comment on met un projet IA en place? Je sais pas, demain, on vous dit, il faut en mettre. Est-ce que vous avez réfléchi sur le sujet? C'est compliqué, non? Ou vous arrivez, il faut faire de l'évangélisation, il faut faire du top-down, il faut commencer par essayer de convaincre. Oui, c'est intéressant ce que vous dites là. La pédagogie, c'est de l'évangélisation. Mais il faut faire de la pédagogie, c'est aussi sur l'IA. Et dédramatiser, parce que comme ce que je vous disais précédemment, l'IA est déjà dans la classe et depuis quelques années. Et en fait, les enseignants manipulent des outils IA sans savoir que c'est de l'IA. Ensuite, je pense que pour l'acceptabilité de ces technologies de l'IA, le préalable à tout, c'est la protection des données des élèves. Et c'est peut-être là où les attentes sont fortes, et je dis c'est les attentes parce que les réponses que nous avons jusqu'à maintenant, elles sont, il me semble, parcellaires. Donc ça, c'est le premier point, la protection des données des élèves, comment allons-nous nous organiser? Et ça, il y a vraiment, c'est sociétal, c'est une position que nous devons avoir. Il y a des positions au niveau européen, mais ça a un peu tendance, ça tarde un peu. Donc, il va falloir accélérer parce que les technologies arrivent beaucoup plus vite que la législation autour de ces technologies. Donc, il ne faudrait pas que ça devienne la jungle. Donc l'acceptabilité, l'accompagnement des enseignants. Il y a un point qui est très important sur l'acceptabilité, c'est le positionnement de l'enseignant entre l'homme-machine et bien faire comprendre que en introduisant des nouvelles technologies de l'IA dans les classes, ça libère le temps enseignant pour tout ce qui est charge, le style correction des copies administratifs, qui n'est pas de la pure pédagogie, et libérer du temps pour la relation avec l'élève. Donc c'est intéressant parce qu'on voit que dans les années à venir, on peut prédire une évolution du métier de l'enseignant dans la transmission de connaissances jusqu'à la médiation entre la connaissance et l'élève. Donc ça, c'est un point important. Et gardons en tête que de toute façon, notre modèle français, mais dans tous les pays, c'est un modèle socratique qui fait progresser un homme par un autre homme dans le questionnement. Et je n'imagine absolument pas, après avoir pensé l'IA, que ce modèle socratique va disparaître avec ces nouvelles technologies. Bien au contraire, elle libérera du temps justement pour cette relation avec l'élève. Toujours garder ce modèle socratique, c'est un point qui me semble essentiel. Nadia, même question pour vous. Alors, on répond tous à notre manière parce qu'on voit bien qu'il y a aussi recouvre des réalités extrêmement, j'allais dire,
pas personnelle, mais évidemment avec chacun son point de vue. Nadia, quand je dois mettre en place, quand l'université québécoise, quand une école ou un collège doit mettre en place un projet IA, comment il doit s'y prendre? Est-ce que vous avez bossé dessus? Ouais, comme je reprends ce que Laurence disait, et puis en technologie éducative, on parle toujours d'un même concept. C'est pas à propos de la technologie, c'est vraiment à propos de l'apprenant. Et puis comment la technologie va venir, et puis on va l'investir pour répondre à un besoin de l'apprenant. Donc c'est vraiment, comme j'ai dit dans le clavardage, c'est poser les questions, vraiment identifier de quoi on a besoin, et puis comment vraiment comprendre qu'est-ce que l'IA va venir amener à cette expérience d'apprentissage de nos étudiants. Donc vraiment aller à partir de l'apprenant vers la technologie, et puis non pas l'inverse, parce que c'est pas parce que c'est trendy, et puis on tombe dans ceci souvent, comme par exemple ici au Québec, on a eu, quand les tableaux interactifs sont arrivés, on a eu ça partout dans l'école, mais il n'y avait pas de formation pour les enseignants, donc il paraît que oui. Il y en a plein qui sont restés dans les boîtes, on m'a dit, dans des tableaux blancs interactifs, ils étaient dans des salles, en tout cas en France, on en a parlé. Hein. C'est pour cela, c'est vraiment à partir du besoin de l'apprenant, et puis comment on va augmenter notre approche pédagogique pour mieux répondre à ces besoins-là. Et j'arrête ici. Ben non, mais le temps passe, 18h50, on va prendre vos questions dans 10 minutes. Posez vos questions à nos experts. Bastien, est-ce que vous, votre regard sur, justement, qui couvre un peu tout le spectre hein, de l'éducation, hein, des petits jusqu'aux grands, si je puis dire, et peut-être la formation continue également, votre regard, c'est intéressant, mettre en place un projet IA, ça peut pas tomber du haut, quoi, c'est ça. Non, de toute façon, c'est une question. Là, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on essaye de former les enseignants en priorité et aussi les inspecteurs académiques, les responsables d'établissement. En gros, il faut remonter un petit peu la chaîne parce que les solutions, elles sont produites par des entreprises, par des startups. Il y a déjà des choses, il y a des projets qui marchent très bien, qui sont très prometteurs. Mais ça peut pas fonctionner si on n'a pas une compréhension à chaque étage et qu'on soit en mesure à chaque fois de pouvoir expliquer que cette technologie-là, le responsable d'établissement se sent à l'aise pour en parler à un enseignant, que l'inspecteur académique puisse suivre, que du coup les enfants ou les parents puissent avoir des informations et qu'au final l'enseignant il sait utiliser. Ça devient un outil, c'est quelque chose à son avantage qui va vraiment changer ses pratiques et qu'il l'accepte aussi et qu'il sait maîtriser. Donc on en revient au langage commun et ça on est vraiment en train de réfléchir un peu aujourd'hui comment on évalue en fait aussi ces solutions-là. Je peux peut-être parler un petit peu rapidement des I40. Ah bah justement, j'allais vous lancer pour pas parler. Voilà. Je me demandais si on disait donc c'est AI 4T, donc pour ceux qui n'ont pas sous les yeux, AI4T. Voilà, allez. Verrez-nous parce que ce MOOC est passionnant, évidemment. Alors, votre micro est coupé, Bastien. L'IA pour les enseignants, c'est un projet européen qui a été déposé par la Direction numérique pour l'éducation. L'idée, c'est justement de réfléchir avec des partenaires européens sur comment on définit le langage commun pour parler de l'intelligence artificielle dans les écoles. Donc, on est parti à réexploiter parce qu'on avait proposé, nous, avec le MOOC IAI, l'intelligence artificielle avec intelligence, qui servait de base à l'acculturation, et d'y ajouter finalement une question sur c'est quoi l'IA pour un enseignant, c'est quoi l'IA dans l'école, et du coup, comment on en parle. Donc ça va être un projet intéressant parce que les autres pays européens, le but c'est de partager. Il y a la Slovénie notamment qui a vraiment une expertise là-dessus. Il y a l'Irlande, il y a l'Italie. C'est à la fois un défi pédagogique, technologique, d'explication, de pouvoir tester, évaluer aussi des solutions. On sait qu'on a déjà des réponses, on a déjà des choses qui fonctionnent. Comment on les évalue? Est-ce qu'on est capable de faire des typologies de technologies? Est-ce qu'on est capable de pouvoir se dire, voilà, j'ai telle solution qui est proposée dans mon établissement, je suis capable de comprendre comment ça fonctionne, je suis capable de voir quelle est l'utilisation des données, si c'est du supervisé, du non supervisé, si c'est, de jouer, de connaître aussi un peu, voilà, avec le vocabulaire technique, de se repérer là-dedans et de pouvoir échanger avec ses collègues. Donc ça, c'est un des enjeux, c'est l'évaluation et surtout de donner des exemples concrets aux enseignants de ce que peut apporter l'intelligence artificielle pour qu'ils puissent commencer à se poser des questions sur ce qu'ils veulent, eux aussi, d'utilisation, sur l'exploitation des traces d'apprentissage, sur l'adaptative learning, sur effectivement, là on l'a cité, le suivi du décrochage scolaire. Il y a vraiment plein de types d'exploitation, dont certaines effectivement qui existent déjà. Mais savoir en parler, savoir échanger là-dessus,
C'est l'enjeu et ça se fait forcément à plusieurs, au même titre que nous, les actions qu'on monte ou les réflexions qu'on monte dans le réseau ClassCode. Encore une fois, c'est un collectif, c'est 70 partenaires de l'éducation et du numérique, et notre manière de travailler, c'est de réfléchir ensemble avec des universités, des laboratoires, avec l'éducation populaire, avec les enseignants, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrive à se donner une idée claire et de pouvoir échanger à tous les niveaux. Tawhid, alors quand on est un pure player de l'IA, si je puis dire, parce que vous débutez from scratch en fait, il n'y a pas 50 ans de data dans votre école, il y a juste l'expertise que vous portez, le savoir-faire que vous avez. Comment on construit son modèle pédagogique nouveau avec votre école autour et avec l'IA? Qu'est-ce que vous avez fait de plus? Alors, ce qu'on fait, c'est prendre en considération deux enjeux majeurs pour l'enseignement supérieur lorsqu'on pense aux questions de l'IA. Et c'est vraiment indispensable parce que l'IA, faut pas se leurrer, le cœur de ce qu'on appelle l'IA aujourd'hui est le même que ce qu'on avait il y a quelques années. Il y a deux choses qui ont bougé par rapport à il y a quelques années, la puissance de calcul et la massification des données. Et c'est ça qui change structurellement aujourd'hui notre capacité d'avoir de nouvelles approches dans l'éducation. Et ces nouvelles approches vont être conditionnées, puisqu'on a dit massification de données et puis puissance de calcul, par le système d'information. Et on sait que c'est l'un des points faibles de notre système d'enseignement supérieur parfois. On sait qu'on a des enjeux de digitalisation et de transformation de notre IT, avec voilà un contexte éducatif qu'on connaît, où les ressources sont peut-être un peu plus limitées qu'il y a quelques années, les subventions sont moindres, etc., les soutiens sont moindres. Donc il y a une logique aussi de se dire comment je construis mon système d'information en prenant en considération tous les investissements qu'il y a derrière. Donc d'abord, nous on a fait le choix de l'open source, on a fait le choix de la community source software, parce que voilà, c'est logique d'aller tout seul avec des investissements qui sont considérables, parce qu'il ne faut pas penser uniquement le coût d'implantation de l'IA, de l'implémentation. On a parlé beaucoup de maintien de ces solutions d'IA, d'évaluation, de maintien, d'amélioration, de prise en compte des biais, de données additionnelles. Et ça, voilà, les coûts sont considérables et je ne suis pas certain que des institutions telles que les nôtres, qui ont décidé d'aller seules, pas comme le cas au Québec, seront capables d'avoir tous les moyens pour pouvoir maintenir des systèmes d'IA qui sont performants. Donc il faut penser community source software, il faut penser open source, c'est un peu le choix qu'on a fait aujourd'hui, c'est s'allier avec un certain nombre d'acteurs pour construire des systèmes que derrière on mettra en open source pour qu'ils puissent continuer à être enrichis par la communauté, développés au service d'une éducation un peu plus ouverte. Donc ça, c'est le premier choix qu'on fait et qu'on assume d'une façon assez importante, et je pense que c'est le choix que tous les acteurs d'enseignement supérieur doivent faire. Une minute pour les autres choix, Tawhid, parce que oui, là, il y a 57. Un seul deuxième, c'est le système d'information, c'est l'unicité de l'information dans notre système d'information, la disponibilité de la donnée, la sécurité, le nettoyage, c'est des questions extrêmement importantes lorsqu'on bâtit un système d'information. Si on ne l'a pas conçu d'une façon correcte, évidemment, on ne peut pas pouvoir combiner toutes ces données-là pour pouvoir mettre de l'IA derrière. Donc, c'est les deux conditions, les deux choix importants. La conversation de cette webconférence est si riche et si intéressante. Merci pour tous les messages et les liens. C'est Arnaud qui nous dit ça. C'est pour vous dire, c'est pas moi qui le dis. Moi, je trouve que c'est passionnant. Un dernier point, si vous êtes d'accord avec moi, parce que je voudrais pas que les personnes qui nous écoutent, même s'ils nous trouvent intéressants, ils disent, bon, c'est des promoteurs de l'IA, ils ont peut-être quelque chose à vendre, mais au fond, quels seraient les inconvénients si on devait se dire, est-ce que au fond, ou des points de vigilance ou des sujets qu'il faudrait adresser en développant ces projets? Laurence, Nadia, allez, qui commence, Nadia? Oui, encore une fois, comme j'ai dit dans le chat, il faut vraiment travailler en collaboration d'une façon interdisciplinaire, parce que dans un seul domaine, on ne peut pas avancer, surtout quand on parle de l'IA en éducation. Mon seul souci, et puis on l'a vu dans la transformation des cours durant la COVID, c'est quand on impose une technologie au corps professoral. Donc, c'est pas une imposition, on peut pas imposer, on doit vraiment avoir cette discussion, et puis comme Bastien disait, montrer, et puis avoir cette discussion de qu'est-ce que ça peut amener. Donc, vraiment un dialogue ouvert qui doit être présent pour passer à la culture de l'IA en éducation. Laurence? Alors, il y a effectivement essentiel, on l'a dit, c'est la question de l'éthique et de l'acceptabilité. Donc, ça, c'est les deux points essentiels sur lesquels il faut travailler de façon collégiale avec tous les acteurs de l'éducation, et que ça ne vienne pas du haut vers le bas. Et il y a deux autres points qui me semblent aussi tout aussi importants, parce que
les compétences des enseignants évoluent aussi très lentement. Or, on n'est plus dans la transmission de connaissances, on est dans l'accompagnement du jeune à apprendre. Un jeune, on sait que 80%, alors on dit entre 50 et 80% des métiers d'aujourd'hui n'existeront plus dans 10 ans. Donc, gérer juste de la mémorisation et de la gestion mentale n'a plus aucun intérêt. En revanche, travailler sur la curiosité, l'adaptabilité du jeune, ça c'est quelque chose qui est absolument important, cette notion d'apprendre à apprendre. Donc, comment apprendre à apprendre? Je ne suis pas sûre que les enseignants soient formés pour cela. L'autre chose, c'est travailler avec les jeunes sur des compétences et les soft skills, sur le développement de la créativité. Ça, c'est quelque chose qui me semble assez important. C'est ce qui fera la différence dans les générations futures, hein, des jeunes qui sont créatifs. Avoir un esprit critique. Là, je crois qu'il y a des énormes efforts qui sont faits dans les différents programmes d'accompagner ces jeunes à une lecture distanciée de toutes les informations qu'ils peuvent avoir. Donc, cette question d'esprit critique est un point très important qui doit être travaillé en transversalité dans toutes les matières. Sur le projet pédagogique et le projet éducatif des établissements. Et le troisième point, travailler la relation à l'autre et l'empathie. Parce que jusqu'à maintenant, la machine, elle ne fait pas l'empathie et la relation à l'autre. Et c'est ce qui fera la différence. Et les jeunes qui seront en capacité de rentrer en communication facilement avec l'autre. Mais oui, et la machine, hein, elle doit évidemment comprendre, écouter et évidemment donner des solutions qui soient pertinentes. Marc, est-ce que vous alors, vous êtes un créateur d'IA, si je puis dire, vous êtes un magicien de l'IA, puisque vous installez l'IA dans les établissements ou dans les structures industrielles, enfin bref, dans les entreprises. Il y a des inconvénients où on peut les éviter. Alors, on n'a pas parlé d'impact aussi, parce que ça consomme beaucoup plus d'électricité, parce que ça fait appel à des choses. Alors, en fait, moi, j'ai tendance à prendre la position inverse. J'ai l'impression qu'on regarde le verre à moitié vide, alors que je pense qu'aujourd'hui, l'IA a bousculé plein de choses, est en train de faire avancer l'éducation dans le bon sens. Il y a effectivement des impacts qu'on est en train de considérer en ce moment, donc sur l'environnement. Donc, quand on voit ce que donnent les crypto-monnaies aujourd'hui, c'est effectivement en train de causer pas mal de problèmes, même s'il y a forcément un intérêt derrière. Je trouve qu'investir dans l'education tech est plus intéressant parce que ça peut nous apporter beaucoup plus, d'un point de vue sociétal en tout cas. Et il y a un élément, je pense, charnière. Et je crois que tout le monde l'a cité au moins une fois, Bastien, Nadia ou Laurence, mais je crois que l'élément charnière, c'est l'enseignant. Si l'enseignant commence à utiliser les outils, ça va faciliter beaucoup de choses parce qu'on a beaucoup entre guillemets, de pushback, généralement, qui viennent des gens qui sont en entreprise ou les enseignants dans les écoles qui ne veulent pas utiliser ces outils, alors qu'ils sont un peu schizophrènes parce que quand ils sont chez eux, ça ne les dérange pas du tout qu'ils soient guidés par un autoguidage ou qu'on leur propose des films automatiquement dans des playlists ou des chansons. Donc, je pense que la charnière, ce sera potentiellement l'enseignant. Et une fois qu'on aura décoincé cette partie-là, les choses iront mieux. Effectivement, il faut qu'ils voient quel est l'impact de l'IA en positif pour eux également. Et quand ils écrivent un mail sur Gmail, il y a la fin de la phrase qui s'affiche toute seule. Bastien, Bastien, même question pour vous. Parce qu'on peut déceler, alors je ne veux pas finir sur un point négatif en disant quels sont les inconvénients de l'IA, mais peut-être quels sont les points de vigilance pour avoir un spectre vraiment, pour pas qu'on finisse cette conférence en se disant youpi, tralala. C'est aussi des questions qu'il faut se poser. On les a posées, mais voilà. Non, mais de toute façon, on les a déjà évoquées, les questions éthiques d'utilisation. Pour moi, c'est plus quelque chose qui ouvre effectivement à la réflexion, notamment sur les compétences du XXIe siècle dont parlait Laurence. C'est pas juste de tomber en se disant, en fait, sur l'IA, c'est facile tout de suite d'avoir les questions éthiques qui viennent. Et en fait, nous, on a déjà expérimenté ça avec l'apprentissage du code et de l'informatique dès la primaire ou au collège, où on a mis énormément de temps à expliquer aux enseignants qu'on n'était pas en train de former des futurs informaticiens. On était en train de travailler avec eux à coder pour qu'ils développent d'autres compétences. Et que, en fait, c'était ça qui était intéressant. C'était l'autre manière de réfléchir. Les gens sont étonnés quand on dit que quand on fait du code, on fait plus de la communication, on apprend à parler à une machine, et finalement, c'est ça qu'on développe. Donc, avoir cette réflexion-là en se disant, OK, si je comprends comment ça marche, je sais ce que la machine fait, donc je sais aussi ce qu'elle ne fait pas, ou ce qu'elle fait moins bien, et ça me permet aussi de me définir, moi aussi, dans mon orientation, en tant qu'humain, à développer des compétences qui vont pouvoir être complémentaires. Et on revient à cette logique d'outils, parce que du coup, je suis en train d'utiliser quelque chose
qui me complète et que je complète. Et ça, c'est le vrai enjeu, parce que c'est les mêmes questions qui se posaient sur les questions avec les calculatrices, etc. On peut pas juste nier que on peut faire semblant qu'il se passe rien. Est-ce que c'est la même chose d'être aujourd'hui enseignant d'anglais si Google Trad existe? Pas forcément. Donc effectivement, ça change beaucoup de choses, mais ça change des choses que si on n'adapte pas les exercices, qu'on n'adapte pas ces pratiques, qu'on rentre pas dans une bataille technologique avec ses élèves parce que on va donner une traduction qui va être faite sur Google Trad et on a des logiciels pour détecter le Google Trad, etc. On rentre dans il suffit pas de logiciel, il suffit de lire le Google Trad, aussi. Ça vous donne des trucs un peu bizarres. Oui, il faut le distinguer de l'élève aussi. Mais c'est vrai que du coup, enlever la bataille technologique et se dire, OK, qu'est-ce que je peux créer aussi et qu'est-ce qui va être intéressant et en quoi ça peut m'aider à faire évoluer ma pratique, mon métier, qu'est-ce que ça représente pour ma discipline. Ça, c'est super intéressant. Donc, que ce soit l'enseignant ou l'élève lui-même face à ses propres compétences qu'il peut développer face à cette technologie-là, je pense que c'est positif. Donc, j'ai pas répondu à la question, je finis sur un point positif, mais c'est toujours plus agréable. Oui, de toute façon, c'est peut-être qu'il n'y a pas de point négatif réellement. Après tout, c'est de la technologie, c'est ce qu'on en fera. Tawhid, vous savez, dans les écoles de commerce, on parle l'anglais minimum, on parle couramment, on parle parfois une deuxième, voire une troisième langue. Et souvent, les enseignants me disaient, mais il faudra parler une cinquième ou une sixième, c'est le code. C'est-à-dire que c'est une langue maintenant. C'est-à-dire que demain, on parlera le code. Et puis, vous répondez à ma question après, vous enchaînez. Oui, quoique, on sait que l'IA de demain est une IA low-code ou no-code, et que le vrai enjeu de l'IA n'est pas dans la capacité de programmer, mais dans la capacité de concevoir et de mettre ça au service de l'humanité. C'est ça le vrai enjeu de l'IA, il faut pas se leurrer. Et pour répondre à ta question, moi je suis pas partisan de l'approche déterministe. Le danger, c'est pas la technologie, ça n'a jamais été la technologie ou l'innovation d'une façon générale. C'est la façon avec laquelle on s'en sert. Et c'est pas nouveau, ça. Quand on peut utiliser une technologie de géolocalisation pour protéger les gens, l'application Stop Covid ou autre, on peut l'utiliser la géolocalisation pour les pister, les espionner aussi. Donc, la technologie ne détermine pas les conséquences. Ce sont les usages d'abord qui vont déterminer les conséquences. Donc, ce qu'on en fait, quand on a créé le nucléaire, pour prendre cet exemple-là, c'était initialement pour un objectif bien particulier, on a vu les conséquences de son usage. Mais moi, je suis persuadé aussi que l'usage ne suffit pas. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas remettre toute la responsabilité à celui qui utilise la technologie. Celui qui la conçoit aussi. On a une responsabilité lorsqu'on conçoit une technologie. On ne peut pas dire, j'ai conçu le nucléaire pour un objectif noble, mais c'est celui qui l'a utilisé. Non, on ne peut pas se dédouaner de ça. Quand on crée une IA, il faut la créer avec prise en conscience, prise en considération des enjeux éthiques et sociétaux. Et c'est ça la clé. C'est pour ça que nous, à Evincity, on a intégré ça dès le début. Parce que si on ne forme pas ceux qui vont concevoir l'IA de demain à ces enjeux sociétaux, à ces dangers éventuels, à cette technologie qui peut être au service de la société, on passera à côté de cette révolution dont tout le monde parle. Bettina, vous êtes avec nous? Je suis là, j'ai coupé ma caméra pour des motifs de réalisation pure, mais je suis là. Mais Bettina, on arrive à la fin de cette conférence. Est-ce que vous voulez ajouter un mot? Est-ce qu'on a plus des commentaires que des questions? En réalité, ça veut dire que ça fait débat, notre sujet. Vous représentez Impact AI, on le rappelle, qui a organisé tout cet événement. Est-ce que vous voulez nous dire un petit mot de conclusion pour reboucler avec tout ce qu'on s'est dit? Oui, rapidement. Non, simplement pour remercier nos invités d'avoir participé à cette conférence. Vous remerciez vous, Gilbert, d'avoir aussi animé avec autant de talent et d'énergie. Vous dire qu'évidemment, toutes les conférences de la journée seront disponibles en replay sur notre site. Impact AI, nous, on a 3 thématiques, l'éducation, l'environnement, la santé. On fait des journées régulièrement thématiques sur ces 3 verticales-là. Et la prochaine aura lieu le 8 juillet sur la thématique de l'environnement. Donc, c'est totalement différent. Mais voilà, je compte sur votre curiosité pour vous joindre à nous également ce jour-là. Et merci à tous les participants d'avoir été aussi actifs et engagés dans cette conversation. C'était vraiment très riche et très chouette à suivre. Donc, merci à tout le monde. J'ai une question pour Nadia. Il fait quel temps, là, au Québec? Oh, il fait chaud. Nous aussi. Je crois. On passait à travers une canicule il y a 2 jours.